Alors, euh, parmi les objectifs de ce cours, bien sûr, ça sera de savoir suspecter une tumeur de vessie, savoir poser le diagnostic d'un cancer de vessie, faire la différence entre une tumeur infiltrante et une tumeur non infiltrante, ce qui est capital, et de connaître le bilan d'extension devant un cancer de vessie. Alors, comme plan du cours, ça sera à peu près comme d'habitude, hein, introduction, épidémiologie, facteurs de risque, anatomie pathologique, classification TNM, diagnostic et stadification à la fin. Alors, comme introduction, il faut savoir que la tumeur de vessie, elle est diagnostiquée et traitée chez près de 3 millions de personnes dans le monde chaque année. C'est une tumeur qui est fréquente. En Algérie, c'est le premier cancer urologique devant le cancer de la prostate. Dans les autres pays, le cancer de la prostate est plus fréquent et la tumeur de vessie est le deuxième cancer urologique. Alors, la tumeur de vessie apparaît dans la majorité des cas après l'âge de 60 ans, avec comme principal facteur de risque le tabagisme. Le carcinome urothélial représente la forme histologique la plus fréquente et on oppose deux entités dans le cancer de la vessie. On a les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, d'accord, qui sont superficielles, qui ont un bon pronostic, et les tumeurs de vessie infiltrantes le muscle, qui infiltrent donc le muscle détrusor, et leur pronostic va dépendre du degré d'infiltration. Heureusement, au moment du diagnostic, 80% des tumeurs sont des tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle. Alors, quelques petits rappels. La vessie est un organe creux, d'accord. Bien sûr, il a deux parties. Une partie qui est fixe, c'est la base, d'accord, de la vessie. Elle est représentée par le trigone, donc le col de la vessie et les deux méas urétéraux. Et le reste de la vessie est bien sûr une partie mobile qui va donc bouger au fur et à mesure du remplissage de la vessie. Bien sûr, la vessie, chez l'homme, elle a des rapports avec la prostate, les vésicules séminales. Chez la femme, elle a un rapport avec un peu l'utérus et surtout le vagin. Elle est en arrière de la symphyse pubienne, en bas de la cavité péritonéale, donc elle peut être en contact avec les anses péritonéales, et bien sûr, elle est en avant du rectum chez l'homme. Alors, petit rappel histologique. Alors, en faisant bien sûr l'histologie, je me rappelle plus en première, deuxième année, on a dû voir l'épithélium urinaire. Donc, d'accord, ou ce qu'on appelle l'urothélium, il délimite les voies excrétrices de tout l'appareil urinaire. Donc on le retrouve au niveau des calices du pied lent, au niveau du rein, on le retrouve au niveau de l'urtère et on le retrouve au niveau de la vessie, ainsi qu'au niveau de l'urètre. Donc c'est un épithélium qui tapisse tout l'appareil urinaire. Vous allez voir, c'est important de le savoir. Bien sûr, cet épithélium, il est pluristratifié et il est capable de subir de grandes distensions et surtout supporter l'acidité de l'urine. Alors, la cavité vésicale, elle est délimitée en haut par l'urothélium, comme je le disais, qui tapisse tout l'appareil urinaire. Cet urothélium repose sur un tissu conjonctif, d'accord, qu'on appelle le chorion. Par la suite, on a une couche musculaire, d'accord, elle-même faite de plusieurs couches. Cette couche musculaire, c'est ce qu'on appelle le détrusor. Bien sûr, c'est ce qui permet la vidange vésicale en assurant une contraction. Et en dehors de cette couche musculaire, on a bien sûr l'adventice, voilà, qui est la quatrième structure. Large, d'accord? Quand elle est pleine, elle double ses dimensions, voire plus que ça. Alors en moyenne,
elle contient 300 cm3 chez l'adulte. Elle peut aller bien au-delà de 500, voire plus. Et bien sûr, son rôle, c'est d'assurer une continence, c'est d'assurer la fonction réservoir. Bien sûr, en assurant une distension et donc sans qu'il y ait augmentation de la pression intravésicale au cours du remplissage, jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain volume. Puis, bien sûr, son rôle, c'est d'assurer la miction et donc la vidange. Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun souci? Ce n'était que de petits rappels. Est-ce que tout va bien? Vous m'entendez bien? On va entamer l'épidémiologie. Alors, de temps en temps, comme j'ai l'habitude de le faire, je reviens sur le live pour voir s'il n'y a pas des questions. D'ailleurs, je me demande un peu avec ce déconfinement si on va réouvrir les bibliothèques et surtout la bibliothèque biomédicale, si on va reprendre les cours en direct ou si on va continuer à faire des cours à distance. Là, je vois qu'il y a presque 100 personnes. Déjà, il n'y a pas de salle au niveau de la bibliothèque qui pourrait nous tenir tous entiers. Alors, je continue. Épidémiologie, alors, c'est le 6e cancer chez l'homme dans le monde, d'accord? Vous voyez ici, le premier cancer, c'est le poumon, la prostate, le cancer colorectal, l'estomac, le foie, puis le cancer de vessie, d'accord? Là, on parle bien d'hommes, d'accord? Pas des deux sexes confondus. Alors, en Algérie, son incidence, elle est environ à 7,5 par 100 000 habitants. Elle est en constante augmentation d'environ 1% par année. Et cette augmentation d'incidence, elle est d'autant plus marquée chez le sexe féminin. Alors, si on considère les deux sexes, c'est le 6e cancer, après celui du sein, du colorectal, de la prostate, du poumon et du col de l'utérus. Le sexe ratio, il est bien sûr bien, je dirais, en faveur ou en défaveur des hommes. On a 4 hommes pour une femme. Alors, chez les hommes, bien sûr, l'incidence, je vous ai dit, elle est beaucoup plus élevée. C'est donc le 3e cancer chez l'homme. Donc, c'est à peu près, l'incidence, elle est à 13 pour 100 000 habitants. Vous voyez que ce qui est plus fréquent, c'est le poumon et le colorectal. Et la vessie vient en 3e position. Bien sûr, chez les femmes, bien sûr, le cancer le cancer de la vessie vient bien après. Alors, pour la mortalité, c'est aussi une mortalité qui est très élevée. Vous voyez l'Algérie, les autres pays ici, Tunisie, Libye, Égypte, ainsi que plusieurs pays d'Europe. Vous voyez que la mortalité par cancer de vessie est quand même assez élevée et représente le 4e rang de décès par cancer. Alors, c'était un peu d'épidémiologie, donc juste pour vous dire que c'est un cancer qui est assez fréquent, d'accord? Il représente le 6e cancer si on considère les deux sexes et le 3e cancer chez l'homme, donc si on ne considère que le sexe masculin. 4 hommes pour une femme, donc un sexe ratio masculin et une mortalité qui est élevée. C'est-à-dire on remarque quand même que le cancer de vessie représente le 4e rang de décès par cancer. Alors, on passe directement aux facteurs de risque après cette petite épidémiologie, cette petite introduction. Alors, le facteur de risque principal qu'on retrouve chez pratiquement tous nos patients, c'est bien sûr le tabagisme. Alors, on voit qu'il est présent dans plus de 50% des tumeurs de vessie, parfois beaucoup plus, on peut trouver 80%, voire plus, selon les séries publiées. Alors bien sûr, il dépend du nombre de cigarettes fumées, du nombre de paquets et surtout de la durée. Donc le risque, il est accru surtout après 20 ans
de tabagisme. Et pour que le risque relatif diminue et redevienne normal, il faut au moins 10 ans de sevrage. Donc, c'est le facteur de risque numéro 1 qu'on va rechercher à l'interrogatoire quand on est devant un patient chez qui on suspecte une tumeur de la vessie. Alors, les patients sont très souvent étonnés, ils nous disent comment se fait-il, le tabac provoque le cancer de vessie. On sait qu'il provoque le cancer du poumon parce que la fumée elle est inhalée et passe par les poumons, mais pourquoi la vessie? Alors bien sûr, il y a des carcinogènes qui sont présents dans le tabac, comme l'aniline, la toluidine, la naphtaline, qui sont excrétés par les reins et donc qui vont irriter la vessie et provoquer un cancer de vessie. Je dis vessie entre parenthèses, mais aussi tout l'arbre excréteur vu que l'urothélium tapisse toute la voie excrétrice, commençant par les calices, passant par le pyélon, les urtères, la vessie et l'urètre. Deuxième facteur de risque, c'est l'exposition professionnelle. Elle est retrouvée dans 30% des tumeurs de la vessie. Dans les groupes à très haut risque, il suffit d'une exposition d'1 an au minimum. Vous voyez que par rapport au tabagisme, il faut beaucoup moins de temps pour être à risque de développer une tumeur de la vessie. Parmi les carcinogènes, c'est les hydrocarbures aromatiques surtout, les amines aromatiques qu'on retrouve dans la peinture, dans le caoutchouc, dans le goudron et dans la métallurgie. Troisième facteur de risque, alors on entend peut-être peu parler de cette infection, c'est la bilharziose urinaire. Personnellement, j'ai vu durant mon très court cursus un seul patient qui venait du sud qui présentait cette infection urinaire. Alors c'est une infection à schistosoma hématobium, c'est une infection parasitaire au niveau de la vessie qui provoque le carcinome épidermoïde au niveau de cette dernière. Alors, si on voit dans le monde, elle est responsable de seulement 3 à 7% des tumeurs de vessie, mais là où la bilharziose urinaire est fréquente, on la retrouve dans 70% des cas, comme par exemple l'Égypte ou certains pays d'Afrique subsaharienne. Donc, 3 principaux facteurs de risque à retenir, le tabac, en deuxième lieu, l'exposition professionnelle, peinture, goudron, métallurgie. Et en troisième lieu, mais très peu chez nous en Algérie, c'est la bilharziose urinaire. D'accord? Dans d'autres pays, elle est très fréquente et elle cause le carcinome épidermoïde. Alors bien sûr, ce ne sont pas les seuls facteurs de risque. Il y en a d'autres, dont certains discutés. Alors, juste une petite illustration, ce n'est pas une tenue de protection pour aller affronter des patients Covid, mais une tenue que devrait porter un peintre pour se protéger de ces carcinogènes professionnels afin d'éviter les tumeurs de vessie. Bien sûr, vous avez déjà dû croiser des peintres ici chez nous. Alors, les autres facteurs de risque, un facteur de risque qui est bien reconnu, c'est l'irradiation pelvienne. Une patiente qui a eu une radiothérapie externe ou une curithérapie pour le col de l'utérus, elle est à risque de développer une tumeur de vessie par la suite des années plus tard. Et on en voit assez souvent, surtout chez la femme. L'irritation chronique de la vessie et l'infection, la sédentarité et le syndrome métabolique sont également un facteur de risque discuté. La prise, donc l'eau qu'on consomme, si elle est chlorée ou si elle contient de l'arsenic, c'est un facteur de risque. L'extrophie vésicale, qui est une malformation. Le cyclophosphamide, qui est un agent alkylant et qui inhibe la transcription et la réplication de l'ADN et donc qui a une action antimitotique et antiréplicative. Donc le cyclophosphamide, il est utilisé dans plusieurs pathologies et quand on prescrit le cyclophosphamide, qui est l'endoxan, on prescrit d'emblée avec le Mesna afin de réduire ses effets secondaires et de diminuer le risque d'apparition de tumeurs de vessie par la suite. Alors la teinture pour cheveux, une teinture permanente est discutée comme étant un facteur de risque, d'accord? Donc durant les dernières années, il y a eu beaucoup de débats là-dessus
et beaucoup d'études tendent à dire que c'est un facteur de risque de tumeur de vessie. Il y en a d'autres. Il y a le syndrome de Lynch, dont on discutera quand on verra par la suite la tumeur de la voie excrétrice. Et il y a bien sûr certains polymorphismes génétiques. Alors, tous ces facteurs de risque, y a-t-il une prévention possible? La prévention primaire de la tumeur de vessie est la lutte active contre l'intoxication tabagique. D'accord? Bien sûr, pour tout ce qui est facteur de risque professionnel, il faut toute la protection nécessaire. Et bien sûr, la seule prévention primaire importante à faire, c'est la lutte active contre le tabagisme. Alors, on a vu un petit rappel sur la vessie, sur l'urothélium. On a vu que la tumeur de vessie était fréquente, que c'était le 3e cancer chez l'homme, le 6e cancer si on considérait les deux sexes, que c'était un cancer qui avait le 4e rang en décès par cancer. Donc, ce n'est pas négligeable. On a vu que c'était un cancer qui était surtout dû au tabagisme en premier lieu, et la durée, bien sûr, influait énormément sur ce risque, une durée de 20 ans, et était très fortement corrélée à un grand risque de développer une tumeur de vessie, et il fallait au moins 10 ans de sevrage pour revenir à un risque relatif normal. On a vu les carcinogènes professionnels, d'accord, surtout présents dans la peinture, dans la métallurgie, et on a vu aussi la bilharziose urinaire, qui est une infection à Schistosoma hématobium, mais qui n'était pas fréquente chez nous en Algérie. On a vu d'autres facteurs de risque qui étaient l'irradiation pelvienne, qui est un facteur de risque prouvé. On a vu aussi d'autres facteurs de risque comme le cyclophosphamide, le syndrome de Lynch, un facteur de risque génétique, ainsi que la sédentarité et le syndrome métabolique. Alors, on a fini avec la partie introduction, rappel et épidémiologie. Nous passons maintenant à l'anatomie pathologique. Je vais voir s'il y a des questions d'abord. Très bien, parfait, je vais continuer. Alors, l'anatomie pathologique, il y a 3 diapos. Vous allez voir que l'anapathe va nous dire quel est le type histologique, d'accord? Quel est le stade de la maladie et quel est le grade de la tumeur, d'accord? Ces 3 éléments sont importants. Alors, je vous ai dit en introduction que le carcinome urothélial était le type histologique le plus fréquent. Donc, il faut savoir que dans les tumeurs de vessie, il y a les tumeurs épithéliales et les tumeurs non épithéliales. Les tumeurs épithéliales représentent 98% des tumeurs de vessie. Donc, j'ai envie de vous dire, ne retenez que ça. Retenez que le carcinome urothélial représente 90% des tumeurs de vessie, que le carcinome épidermoïde vient en 2e lieu et il est surtout présent dans les zones endémiques de bilharziose urinaire. Je vous ai dit, la bilharziose, c'est une infection qui cause le carcinome épidermoïde. Même le type histologique qu'elle cause est différent. Ce qu'on retrouve le plus souvent, qui est dû au tabac, à l'exposition professionnelle, c'est le carcinome urothélial qui est retrouvé dans plus de 90% des cas. Il y a d'autres types de tumeurs, bien sûr, l'adénocarcinome, il y a des tumeurs non épithéliales, dont certaines sont bénignes, d'autres malignes, comme les sarcomes, les lymphomes, les leucémies. C'est des tumeurs qui restent quand même fréquentes, et par exemple, un patient qui a un lymphome ou une leucémie a 20-30% de risque de faire une localisation vésicale, et on reçoit souvent des patients d'oncologie qui sont déjà suivis pour un lymphome et qui ont eu une hématurie macroscopique. En faisant le diagnostic lésionnel, en faisant une échographie, ils ont objectivé une tumeur de vessie, et en faisant la biopsie, la résection de cette tumeur, on s'est rendu compte que c'était une localisation de leur
maladie hématopoïétique. Alors, on a vu le type histologique le plus fréquent, carcinome urothélial. Je pense que vous pouvez ne retenir que ça. Deuxième point important, bien sûr, c'est de nous dire quel est le stade de la maladie. Et bien sûr, on va voir par la suite la classification TNM. On va voir si la tumeur infiltre ou non le chorion. D'accord? Rappelez-vous du rappel histologique. Épithélium, donc urothélium en premier. Ensuite, il y a le chorion. Ensuite, il y a le muscle détrusor. Et donc, l'anatomie pathologique, bien sûr, va nous dire s'il y a infiltration ou non du muscle détrusorien. En troisième lieu, le troisième point le plus important, qui est très important, surtout à titre pronostic, c'est le grade de la tumeur. Alors, le grade tumoral, c'est quoi? C'est le degré de différenciation. Est-ce que c'est une tumeur qui est ordonnée sur le plan des caractéristiques architecturales cytologiques, ou si elle est désordonnée, s'il y a une variation ou non de ces caractéristiques. Et donc, avant, on parlait de grade 1, tumeur de grade 1, grade 2, grade 3. Actuellement, on parle de tumeurs de bas grade et des tumeurs de haut grade. Grossièrement, une tumeur de bas grade est une tumeur qui est de bon pronostic. Une tumeur de haut grade est une tumeur de mauvais pronostic. Donc, au niveau de l'anapathe, il faut retenir surtout ça. Retenir que le carcinome urothélial est le plus fréquent, 90% des tumeurs. Le carcinome épidermoïde vient en deuxième lieu et est surtout secondaire à la bilharziose urinaire. Et par la suite, on a vu que le stade, bien sûr, allait être classé selon la classification TNM. Et le grade tumoral va être déterminé selon l'ordre ou le désordre, ou s'il y a variation des caractéristiques architecturales et cytologiques, et va avoir un intérêt pronostic, va nous dire si la tumeur elle a plutôt un bon pronostic ou un mauvais pronostic. Alors, classification TNM, elles sont toujours très compliquées à voir, et bien sûr j'essaye toujours de les simplifier au maximum. Alors, la classification TNM, le plus important à comprendre, c'est le degré d'infiltration de la tumeur. Donc, si on a seulement l'urothélium qui est atteint, on va parler de tumeur TA. Si on a le chorion qui est infiltré, en plus de l'urothélium, on va parler de tumeur T1. Et si on a également le muscle détrusorien qui est atteint par la tumeur, on va parler de tumeur T2. D'accord? C'est le plus important à comprendre. Le TA, c'est une tumeur qui touche seulement l'urothélium, donc c'est une tumeur qui est très superficielle. La tumeur T1 va infiltrer le chorion qui est sous l'épithélium, et la tumeur T2 va infiltrer le muscle détrusorien. Alors, bien sûr, la classification TNM simplifiée comme j'ai l'habitude de le faire pour vous. Je vous disais, le TA, c'est une tumeur qui n'infiltre pas le chorion, qu'on appelle ici la lamina propria. Il y a aussi une certaine entité qui est un peu particulière, c'est la tumeur in situ. C'est une tumeur plane, mais qui est de haut grade. Rappelez-vous, on vient de parler du grade, donc c'est une tumeur qui est désordonnée sur le plan architectural et cytologique. Dans le carcinome in situ. Et on a le T1, c'est une tumeur qui infiltre la lamina propria. Alors, pour ces trois grades, on est dans les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle. Regardez à gauche, T vénime. D'accord? Une fois qu'on a l'infiltration du muscle, on passe au T2. Et là, on passe aux tumeurs de vessie infiltrant le muscle. Bien sûr, infiltrant le muscle, ça commence au T2, puisque le T2 infiltre le muscle. Le T3, c'est une tumeur qui est étendue à la graisse, comme pour la prostate, comme pour le rein. Le T3, c'est l'extension à la graisse. Et le T4, c'est l'extension aux organes de voisinage. Dans la vessie, bien sûr, c'est la prostate, les vésicules séminales. Rappelez-vous du rappel anatomique. C'est l'utérus, c'est le vagin et la paroi abdominale ou pelvienne.
Alors pour le N et le N c'est un peu plus complexe que d'habitude. D'habitude c'était binaire, présence-absence. Maintenant on a le N0, N1, N2, N3. Ça dépend du nombre de ganglions et de leur localisation. Si par exemple on a un seul ganglion iliaque externe, on va parler de N1. Si on a plusieurs ganglions iliaques externes, ça sera un N2. Si on a des ganglions plus hauts iliaques primitifs, ça sera plutôt du N3. D'accord? Je pense que ce n'est pas important à retenir, mais sachez que ça dépend du nombre et de la localisation de ces adénopathies. Le M, toujours aussi simple, absence de métastase, présence de métastase. Je fais un petit récapitulatif de la classification TNM. Nous avons les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, et donc elles comprennent les tumeurs TA, sans infiltration du chorion. Elles comprennent le T1, qui sont les tumeurs infiltrant le chorion, et une certaine entité particulière, qui sont des tumeurs planes de haut grade, qu'on appelle le carcinome in situ. Dans les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, c'est le T2, c'est l'infiltration du muscle, c'est le T3 quand il y a une extension à la graisse, et le T4 quand il y a une extension aux organes de voisinage. Alors, je pense qu'on va rentrer maintenant dans la partie clinique, d'accord? Donc, juste un petit rappel, on a vu la vessie, l'anatomie, l'histologie, on a vu les différentes couches de la vessie, on a vu un peu d'épidémiologie, on a dit que c'était un cancer qui était très fréquent, le 3e chez l'homme, le 6e cancer, les deux sexes confondus. On a dit que la mortalité était élevée, que c'était le 4e rang en décès par cancer. On a dit que les principaux facteurs de risque étaient le tabagisme, l'exposition professionnelle et la bilharziose urinaire, surtout dans certains pays, mais pas chez nous. On a d'autres facteurs de risque reconnus comme l'irradiation pelvienne, la radiothérapie pelvienne pour un cancer du col de l'utérus ou autre. Et on a d'autres facteurs de risque, notamment génétiques. On a vu aussi que le type histologique le plus fréquent de ces tumeurs était le carcinome urothélial, dans plus de 90% des cas. En deuxième lieu, le carcinome épidermoïde, surtout secondaire à une bilharziose. Et bien sûr, on a d'autres types histologiques qui sont beaucoup plus rares. Par la suite, on a vu la classification TNM, qui est très importante et bien sûr qui nous permet toujours de décider de la prise en charge, comme pour toute tumeur. On a vu qu'on avait les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, qui étaient représentées par le TA, les tumeurs superficielles non infiltrant le chorion, les T1, qui sont les tumeurs infiltrant le chorion, et les TIS, qui sont le carcinome in situ. On a vu aussi les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, c'est à partir du T2, et on a bien sûr une infiltration du muscle, une extension à la graisse, voire aux organes de voisinage. Alors, je vais voir s'il y a des questions, sinon je continue. Alors, si les TVNIM sont plus fréquentes que les TVIM, voilà. Pourquoi un taux de décès aussi important? Très bien, merci à Mara Zenati. Alors, les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, bien sûr, elles sont plus fréquentes au moment du diagnostic. Un patient chez qui on diagnostique une tumeur de vessie pour la première fois, on a 80% de chances de le trouver, donc au stade non infiltrant le muscle. Mais ce patient, il a beaucoup de chances de faire des récidives, une progression, et donc bien sûr par la suite ça évolue. Un patient qu'on prend en charge à partir du grade TA, on peut le revoir 2 ans après avec un grade T1, on le résèque encore avec un traitement d'eau vésicale et on peut le revoir 5 ans après avec une tumeur T2. Donc c'est des tumeurs qui peuvent évoluer très souvent vers un stade infiltrant le muscle. Alors je continue. Maintenant, on va voir les circonstances de découverte. Alors je pense que vous le savez tous, la première circonstance de découverte d'une tumeur de vessie est l'hématurie.
Alors l'hématurie, elle est bien sûr macroscopique, donc c'est le patient qui la rapporte, avec un caillotage le plus souvent. Elle est souvent terminale, mais elle peut être totale. Et c'est le signe le plus fréquent. Il est présent dans plus de 85% des situations. Il y a les signes du bas appareil urinaire. Il y a la pollakiurie. Si la tumeur de vessie occupe un grand volume au sein de la vessie, bien sûr le patient aura très souvent envie d'uriner parce qu'il aura une capacité vésicale réduite. Il peut aussi avoir des impériosités mictionnelles, d'accord, des brûlures mictionnelles en l'absence d'infection. Donc c'est la présence de sang qui va donner ces brûlures et le patient peut penser à une infection, une simple infection urinaire. Par la suite, en faisant des ECB qu'on retrouve stériles, en faisant une échographie, on peut retrouver une tumeur de vessie. Bien sûr, la dysurie, vous imaginez bien, si la tumeur elle est au niveau du trigone qui va boucher par moment l'urètre, le col vésical, bien sûr, c'est un patient qui aura beaucoup de mal à uriner. Il y a les signes d'une extension locorégionale ou à distance, d'accord? Alors, si une tumeur est au niveau du trigone, elle peut envahir le col de la vessie, mais elle peut aussi envahir les méas urétéraux. Si elle envahit un des méas urétéraux, il va y avoir une dilatation, donc une urétéro-hydronéphrose, et le patient peut présenter une lombalgie, voire une colique néphrétique, d'accord, qui peut être la circonstance de découverte de sa tumeur de vessie. Bien sûr, toujours dans le cas d'une extension locorégionale, le patient peut présenter des œdèmes du membre inférieur, il peut présenter une phlébite, il peut présenter des douleurs pelviennes, s'il y a extension de la tumeur de vessie, au niveau du pelvis, au niveau des vaisseaux iliaques, au niveau des nerfs. Et bien sûr, on peut découvrir une tumeur de vessie à la suite de métapulmonaires ou de méta-osseuses. Aussi, bien sûr, on peut retrouver une tumeur de vessie après une anémie, si la tumeur de vessie a beaucoup saigné, d'accord, avec une hématurie macroscopique fréquente, d'accord. Avec le temps, bien sûr, on peut trouver carrément une anémie et parfois on hospitalise des patients avec une hémoglobine à 5-6 grammes par décilitre. Bien sûr, le patient peut présenter une asthénie, une altération d'état général, un amaigrissement, donc ils sont en rapport avec un syndrome tumoral assez évolué. Il y a le dépistage individuel, c'est rare, donc on le fait pour les patients qui ont une exposition professionnelle, donc qui ont un métier à risque, et il y a tout un tableau pour déterminer à partir de quel moment on doit faire le dépistage et bien sûr quelle est la fréquence de ce dépistage. Et bien sûr, comme toute tumeur, on peut la trouver de façon tout à fait fortuite. On peut faire une échographie pour une petite douleur abdominale, type colopathie ou autre. Et bien sûr, en balayant l'échographie, on retrouve une tumeur de la vessie. Alors, bien sûr, quand est-ce qu'on doit suspecter une tumeur de vessie? Quand on est devant un patient tabagique, critère numéro 1, patient tabagique. Deuxième critère, hématurie macroscopique. Donc, dès que vous êtes devant un patient qui présente une hématurie macroscopique dans on va dire, le motif de consultation, vous allez chercher ces facteurs de risque. S'il a au moins un facteur de risque qui est le tabagisme, il faut rechercher activement une tumeur de vessie. Ne jamais se suffire à une échographie et si elle revient négative, on se dit non, c'est bon, l'hématurie était d'une autre cause, elle était de cause lithiasique ou infectieuse ou autre. D'accord? Donc, l'hématurie macroscopique doit toujours nous faire suspecter une tumeur de la vessie. Alors, on a vu un peu la clinique, d'accord, quels étaient les signes d'une tumeur de vessie. On a vu que l'hématurie macroscopique était le signe le plus souvent retrouvé. Elle était souvent terminale, cette hématurie, elle est macroscopique bien sûr. On a les signes du bas appareil urinaire. Si la tumeur occupe du volume dans la vessie, le patient aura de la pollakiurie, il aura des impériosités.
Et bien sûr, si elle occupe le trigone, il sera carrément dysurique. Cette tumeur, bien sûr, peut retentir sur le appareil urinaire en envahissant les méas urétéraux et donc donner des lombalgies, donner des coliques néphrétiques. Et bien sûr, si elle s'étend en dehors de la vessie, elle peut donner des œdèmes des membres inférieurs, elle peut donner une phlébite et elle peut donner des douleurs pelviennes. Bien sûr, à distance, elle va nous donner des métastases des métastases pulmonaires ou des métastases osseuses. Alors, l'examen clinique, donc on a vu quelles étaient les circonstances. Maintenant, comment examiner, quoi rechercher à l'examen clinique chez un patient qui est présente ou qui est suspect d'avoir une tumeur de la vessie. Alors, bien sûr, on va commencer par un examen général, d'accord, les téguments conjonctifs, s'il y a de la pâleur, voir la tension, la fréquence cardiaque. Par la suite, l'examen urologique, bien sûr, il ne sera pas très riche, on fera juste un examen hypogastrique. Alors là, c'est très rare de trouver une tumeur qui arrive carrément à envahir la paroi abdominale et donc qui peut être palpable par un examen hypogastrique. On va bien sûr rechercher un contact lombaire. Donc s'il y a une tumeur qui infiltre le méa urétéral, qui va être responsable d'urétéro-hydronéphrose et donc d'un gros rein, on va retrouver un contact lombaire positif si on examine ce patient. Ce qui est très important, pratiquement le plus important dans l'examen clinique d'une tumeur de vessie, c'est les touchés pelviens. Alors, soit c'est un toucher rectal ou un toucher vaginal chez la femme, associé à un palpé hypogastrique, comme vous le voyez sur les images à droite. Et donc, la main droite, elle sera donc au niveau rectal ou vaginal, afin donc de maintenir un peu le plancher vésical. Et par l'autre main qui sera en suspubien, on essaiera de bien comprimer l'hypogastre afin de mobiliser la vessie et de voir si le plancher reste mobile ou pas. D'accord? Donc, on devra apprécier la mobilité du plancher vésical, s'il est infiltré ou pas, ou s'il y a carrément un blindage. Au niveau du pelvis, bien sûr. Notre examen clinique devra obligatoirement se continuer par un bilan d'extension clinique à la recherche d'adénopathie, un ganglion de Troisier, une hépatomégalie, de l'ascite, des œdèmes des membres inférieurs, etc. Alors, examen biologique, pas grand-chose. Le seul truc à retenir, c'est la fonction rénale. Si une tumeur de vessie infiltre le trigone, retentit sur le haut appareil urinaire, elle va forcément nous donner une insuffisance rénale. Donc, la créatininémie et la clairance de la créatinine sont le bilan, on va dire, le plus important. D'accord? Elle nous permettra également de pouvoir indiquer un scanner avec injection de produits de contraste afin de réaliser le bilan d'extension. Donc, retenez dans le bilan biologique, créatinine avec sa clairance, bien sûr. On fera aussi une urée, un ionogramme sanguin s'il y a déjà de l'insuffisance rénale. On fait une formule de numération sanguine pour voir s'il y a de l'anémie, d'accord, s'il y a eu hématurie pendant un bout de temps. Et bien sûr, on fera un bilan d'hémostase dans le cadre du bilan préanesthésique. Alors, vous avez vu le bilan biologique, il est assez pauvre. C'est juste une FNS avec une fonction rénale. Ce qui est important par contre, c'est la cytologie urinaire. Donc la cytologie urinaire, c'est un recueil d'urine qui se fait par miction. Et ce recueil d'urine va passer sous le microscope. Donc c'est un nanapathe qui va lire qui va voir ces lames, donc cette cytologie. D'accord, ce n'est pas dans un labo de biologie, mais plutôt dans un laboratoire, dans un cabinet d'anatomopathologie. Et donc, cet anapathe va rechercher les types de cellules qui sont présents dans les urines. Et donc, il faut savoir que la cytologie urinaire, avec la cystoscopie, est un examen de référence, que ce soit pour la détection des tumeurs de vessie ou pour la surveillance, mais surtout dans le haut grade. C'est un examen qui a une très haute sensibilité pour la détection des cellules tumorales de haut grade. Donc la sensibilité, elle dépasse les 90%,
mais il a plutôt une faible sensibilité pour les tumeurs de bas grade. Donc si vous faites une cytologie urinaire chez un patient qui a eu une hématurie, un patient qui est tabagique et donc qui présente un risque de développer une tumeur de vessie, vous avez demandé une cytologie urinaire chez lui. Si l'anapathe vous répond carcinome urothélial de haut grade, donc cellule carcinomateuse de haut grade, puisque c'est juste une cytologie, ce n'est pas une histologie, vous vous dites qu'il y a du carcinome urothélial de haut grade. Bien sûr, vous n'avez aucune idée de sa localisation. S'il a une tumeur de la voie excrétrice au niveau du rein, au niveau du pyélon, au niveau de l'urtère, au niveau de la vessie, ça va, dans tous ces cas, donner une hématurie macroscopique. Ça sera secondaire très probablement à son tabagisme et ça va donner des cellules de carcinome urothélial de haut grade qui seront détectées par cytologie. Donc, une cytologie urinaire positive, elle peut indiquer la présence d'une tumeur n'importe où dans la voie excrétrice urinaire. Si par contre, ce patient a une tumeur de bas grade, il y a une faible sensibilité de cette cytologie urinaire. Et donc, si la cytologie urinaire elle est négative, elle n'exclut pas la présence d'une tumeur, d'accord? Qu'elle soit au niveau de la vessie ou qu'elle soit au niveau du haut appareil excréteur. Alors, je passe maintenant à l'examen endoscopique, d'accord? Vous allez me dire quand est-ce qu'on réalise un examen endoscopique. Alors, le patient qui se présente à vous est un patient âgé de 50 ans, il est grand tabagique depuis 20 ans, et là vous vous dites, il a de l'hématurie macroscopique, est-ce qu'il présente une tumeur de vessie? Vous avez demandé pour lui une échographie abdominopelvienne, et le radiologue vous répond, absence de lésion visible au niveau de la vessie. Est-ce que vous renvoyez le patient chez lui, vous lui dites, c'est rien du tout, vous avez pissé du sang, ce n'est rien, c'est rassurez-vous, ça va passer. Jamais. Si le patient a le moindre facteur de risque de développer une tumeur de vessie, il faudra réaliser chez lui une cystoscopie diagnostique. Vous la voyez en vidéo à droite. Elle se fait sous anesthésie locale avec un fibroscope souple et bien sûr on va rentrer dans la vessie et vous voyez tous ces gros choux-fleurs correspondent à très probablement du carcinome urothélial vu son aspect. C'est une tumeur bourgeonnante. D'accord? Alors cette endoscopie elle va préciser l'aspect de la tumeur comme vous voyez ici de gros bourgeons. Elle va aussi préciser l'aspect de la muqueuse vésicale. Donc, comme vous le voyez ici, par exemple, on voit est-ce que le reste de la muqueuse vésicale est sain, etc. Bien sûr, on va aussi préciser le nombre des tumeurs, leur taille et leur topographie. Est-ce que c'est au niveau du trigone? Est-ce que ça infiltre les méas urétéraux? Est-ce que ça infiltre l'urètre prostatique? Ainsi de suite. Et bien sûr, on ne voit pas toutes les tumeurs avec une cystoscopie. Vous avez vu quand on a fait l'examen, quand on a fait la classification TNM, on a vu le TIS. On a vu que le TIS, c'était des tumeurs planes de haut grade qui correspondent au carcinome in situ. Donc vous allez me dire, si c'est des tumeurs planes, comment les voir? Comment les détecter? Eh bien, si on ne voit pas de zone suspecte, bien sûr, comme ça avec un simple examen endoscopique, il y a certaines améliorations techniques, notamment une injection d'un matériel qui est immunofluorescent. Et si on change de mode de lumière pendant la cystoscopie, on va voir apparaître des lésions en rose. Donc vous voyez à gauche par exemple, c'est une cystoscopie normale avec une lumière blanche. Et si on n'avait pas fait d'injection d'un produit immunofluorescent et on avait changé de lumière en faisant une lumière bleue, on n'aurait pas vu cette petite tumeur ici et on aurait faussement rassuré le patient en lui disant « tu n'as rien du tout ». Rappelez-vous de la deuxième diapo, avant celle-ci,
j'ai dit que la cytologie urinaire est, avec la cystoscopie, un des examens de référence pour la détection. Si un patient a du carcinome urothélial, un carcinome in situ par exemple, qui est une tumeur plane, on peut ne rien retrouver à la cystoscopie, mais sa cytologie, elle sera positive et dans plus de 90% des cas, elle va nous dire ce patient a des cellules de carcinome de haut grade. D'accord? Alors, ça c'était pour l'examen endoscopique. Alors, je vais refaire un très petit récapitulatif. Sur la clinique, rappelez-vous des circonstances de découverte, l'hématurie macroscopique, plus de 80% des cas. Les signes du bas appareil urinaire, la pollakiurie, la dysurie, l'impériosité mictionnelle. L'extension locorégionale est à distance et ça peut se traduire par des coliques néphrétiques, des lombalgies, des douleurs pelviennes, des œdèmes du membre inférieur, d'accord? En examinant le patient, on va rechercher un contact lombaire s'il y a un gros rein secondaire à une urétéro-hydronéphrose. On va voir si ce patient a, donc en faisant un toucher pelvien associé au palpé hypogastrique, on va savoir si son plancher vésical est souple ou s'il est infiltré ou s'il y a carrément un blindage pelvien. D'accord? L'examen clinique, d'un côté, il va un peu nous dire si on peut faire une chirurgie pour ce patient ou non. Si on retrouve à cet examen clinique un blindage pelvien, il sera complètement impossible d'aller opérer ce patient et de faire chez lui un geste radical. Il est capital de retrouver un plancher vésical souple et mobile afin de pouvoir proposer un geste radical à un patient qui présente une tumeur de vessie. On n'est pas encore au traitement, mais c'est juste pour vous dire quelle est l'importance de cet examen clinique. Bien sûr, l'examen clinique se continuera par une recherche par un bilan d'extension clinique à la recherche d'adénopathie, d'œdème des membres inférieurs, une hépatomégalie ou une acide. Par la suite, on a vu que le bilan biologique devait comporter une fonction rénale, une créatinine, avec la clairance, qui allait surtout nous aider avant de demander un scanner avec injection de produit de contraste, d'accord? La FNS, bien sûr, va nous dire s'il y a anémie ou pas. Puis, on a vu les deux examens les plus importants. On a vu la cytologie urinaire, d'accord? C'était un recueil d'urine après miction et une analyse anatomopathologique de ces urines afin de voir les types cellulaires présents dans les urines. Et on a vu qu'elle avait une très haute sensibilité pour les cellules tumorales de haut grade et une très faible sensibilité pour les tumeurs de bas grade, que cette cytologie, elle pouvait nous dire vous avez une tumeur quelque part, bien sûr sans préciser le siège, et qu'une cytologie négative n'exclut pas la présence de tumeur. Par la suite, on a vu l'examen endoscopique. Quand est-ce qu'on le réalise? Après avoir demandé une échographie, et cette échographie est revenue négative, alors qu'on suspecte quand même une tumeur de vessie chez le patient. Peut-être par manque de temps, j'ai pas mis d'iconographie de tumeur de vessie, c'est-à-dire d'échographie dans la tumeur de vessie. Dans le prochain cours, avant de commencer, je vous montrerai quelques images d'échographie et de scanner qui montrent des tumeurs de vessie. Vous m'excuserez cette fois-ci. Alors, on a vu qu'il y avait des améliorations techniques afin de détecter des tumeurs planes, d'accord? Et maintenant, on passe à l'examen radiologique et on a presque fini cette partie diagnostique. Alors, examen de référence dans le cancer de vessie, c'est le scanner. On devra faire ce scanner, bien sûr, avec une injection de produit de contraste. Rappelez-vous, on a demandé chez ce patient une créatinine avec clairance. La TDM va décrire la lésion. Elle va voir son rehaussement après injection de produit de contraste. Elle va voir si la tumeur infiltre les méas urétéraux ou non, s'il y a de l'urétéro-hydronéphrose ou non. Obligatoirement, on devra faire des clichés tardifs
Pourquoi? Pour savoir s'il y a une tumeur de la voie excrétrice supérieure associée. Rappelez-vous, je disais au début du cours, l'urothélium tapissé, la totalité de l'arbre urinaire, des calices, le piélon, l'urtère, la vessie et l'urètre. Si le tabagisme chez ce patient ou sa génétique a provoqué une tumeur de vessie, il est aussi probable que ce facteur de risque ait provoqué une tumeur de la voie excrétrice au niveau de l'urtère, au niveau du piélon ou au niveau de la vessie. Et donc, les clichés tardifs vont nous permettre de détecter ces tumeurs associées qui peuvent être synchrones à la tumeur de vessie. Bien sûr, le scanner nous fait l'extension locorégionale, il examine la graisse périvésicale, il nous dit s'il y a des adénopathies ou pas, et il nous dit si les organes de voisinage sont atteints ou pas. Bien sûr, l'extension à distance aussi, elle sera étudiée, et en faisant un bilan, un scanner thoraco-abdominopelvien, le radiologue va vous dire présence ou absence de métastase pulmonaire, absence ou présence de métastase médiastinale, de métastase hépatique et d'adénopathie abdominale profonde. Si on ne peut pas réaliser un scanner, on peut faire une IRM qui est une bonne alternative. Alors l'IRM, quand est-ce qu'elle est réalisée? Elle est réalisée s'il y a contre-indication au scanner, c'est-à-dire s'il y a une allergie aux produits de contraste iodé ou s'il y a une insuffisance rénale avec une clairance qui est inférieure à 30 et qui nous empêche, qui serait une contre-indication à la réalisation d'un scanner avec injection de produits de contraste. Donc, on fera une IRM uniquement s'il y a une contre-indication à la réalisation du scanner. Alors, on a vu le diagnostic radiologique. Je vous ai dit, par manque de temps, je n'ai pas montré de clichés c'est-à-dire en faisant le prochain cours. Au tout début, ça sera une ou deux diapos pour vous montrer un peu l'iconographie, de l'échographie et du scanner ainsi que l'IRM. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que tout le monde suit? Je reviens. Très bien. Alors, je remonte. Alors, s'il vous plaît, y a-t-il des cas avec une hématurie microscopique? Pourquoi pas, oui. En général, c'est l'hématurie macroscopique parce qu'il y a une tumeur qui nous pousse à aller, c'est-à-dire il y a une tumeur, un bourgeon, un chou-fleur au niveau de la vessie qui va forcément saigner et donc donner une hématurie macroscopique. Bien sûr, si le patient fait un bilan urinaire et on se rend compte qu'il y a une hématurie microscopique, bien sûr, on peut aller chercher également une tumeur, mais c'est rare. Alors, si la cystoscopie est négative, dois-je compléter l'investigation par un neuroscanner vu qu'on peut avoir une tumeur plus haut? Très bonne question et bien sûr la réponse est oui. On a un patient qui est tabagique, qui est un facteur de risque. Il a présenté une hématurie. Rappelez-vous, on a fait d'abord chez ce patient une cytologie. La cytologie, elle est très importante. La cytologie urinaire va vous dire il y a carcinome urothélial de haut grade. Vous allez faire une échographie, elle est négative. Vous allez faire une cystoscopie, elle est négative. Vous n'allez pas retrouver de tumeur. Vous avez même utilisé une amélioration technique avec une immunofluorescence et vous n'avez vu aucune tumeur plane. Bien sûr, vous allez penser d'emblée à une tumeur de la voie excrétrice supérieure et donc demander un neuroscanner. On commence par l'échographie ou la cytologie. Et si l'échographie visualise la tumeur, est-ce qu'on fait toujours la cytologie? Alors, théoriquement, la cytologie, on doit la demander. Avant d'aller faire la résection à un patient, avant d'aller réséquer une tumeur de vessie, c'est bien de savoir si la tumeur de vessie est de haut grade ou de faible grade. Je m'explique, vous allez faire une cystoscopie par exemple, chez un patient qui a déjà une cytologie et qui a retrouvé du carcinome urothélial de haut grade. D'accord?
En allant réséquer ce patient, vous allez trouver un petit bourgeon, une petite tumeur superficielle, d'accord, et vous vous dites, ce patient est sûrement à faible risque. C'est bon, c'est pas la peine de faire autre chose. Je ne fais pas de, ou alors est-ce que je fais ou non un traitement endovésical après le geste opératoire. Et donc le fait d'avoir une cytologie qui oriente vers le haut grade avant d'aller vers le geste, ça va guider l'attitude thérapeutique en post-opératoire immédiat. Est-ce qu'on va donner une chimiothérapie endovésicale tout de suite après la résection, ce qu'on appelle l'IPOP, l'instillation post-opératoire précoce, d'accord? Et vous allez voir par la suite dans la partie traitement qu'elle n'est pas indiquée dans le haut risque, dans le haut grade. Donc si vous avez une cytologie de haut grade, cette cytologie va vous dire ce n'est pas la peine de faire la chimiothérapie, c'est un patient qui devra nécessiter notre traitement par exemple. Et donc en post-opératoire immédiat, enfin post-opératoire précoce, si vous avez cette cytologie, vous allez vous poser la question, il a une petite tumeur, est-ce que je lui fais ou non une chimiothérapie post-opératoire? En sachant que vous allez recevoir son anapathe après 2 à 3 semaines. Et donc vous aurez déjà raté cette occasion de lui proposer un traitement complémentaire. J'espère avoir répondu à votre question, Imen SB. Alors, Amara Zenati, quel est l'intérêt de l'échographie et de la cytologie vu que le geste endoscopique sera fait de toute façon, que ce soit pour la cysto-diagnostic ou la RTUV thérapeutique? Très bien, parfait. Alors, bien sûr, chez un patient chez qui vous suspectez une tumeur de vessie tabagique, vous allez demander une échographie en premier lieu. D'accord? L'échographie, si elle objective la tumeur, vous allez réséquer cette tumeur. Donc, bien sûr, on ne va pas faire de cystoscopie diagnostique. La cystoscopie diagnostique, rappelez-vous, elle était indiquée uniquement quand l'échographie est négative. Donc, l'échographie, quand elle est négative, on passe au geste, on passe à l'endoscopie diagnostique. En fait, bon, c'est juste, je n'ai pas fait de diagramme un peu de prise en charge de l'hématurie, puisque je vous présenterai un cours sur la prise en charge de l'hématurie macroscopique, et donc il y aura un organigramme assez bien stadifié. Alors je reviens à votre question. Le premier examen, c'est l'échographie. S'il a retrouvé une tumeur, c'est intéressant de faire la cytologie, pour les raisons que je viens de citer. Savoir si on a une tumeur de haut grade, si on n'a pas de tumeur de haut grade, c'est important dans la prise en charge. Maintenant, pour la cystoscopie diagnostique, bien sûr, on va la faire en troisième lieu si on a à l'échographie aucune lésion retrouvée. Et donc, on va aller la chercher par voie endoscopique. Alors, Lily nous dit si la cystoscopie et la cytologie sont négatives. En cas de tumeur de bas grade, on fait quoi? Alors, vous avez eu une cystoscopie qui est négative et une cytologie qui vous dit rien du tout, qui vous dit peut-être cytologie inflammatoire ou autre chose. Donc là, vous me demandez ce que vous allez faire pour une hématurie macroscopique, si j'ai bien compris votre question. Et c'est pour ça que je vous ai dit, dans le cours de l'hématurie macroscopique, ça sera plus clair. Alors, ce patient a eu une hématurie macroscopique, il est âgé et il a une intoxication tabagique. Vous vous dites cytologie négative, donc il peut avoir du bas grade, effectivement. Vous vous dites cystoscopie négative, il peut avoir une tumeur du haut appareil excréteur. Et à ce moment-là, c'est l'uroscanner qu'il faut demander. D'accord? Donc, si on revient un peu à l'ordre de ces examens complémentaires, le premier, ça sera une échographie. Si elle n'objective rien du tout, on va faire une cystoscopie pour aller voir s'il y a une lésion. Si la cystoscopie ne retrouve pas de lésion alors qu'on suspecte fortement une tumeur de la voie excrétrice, parce qu'il n'y a pas une autre cause, bien sûr, on va faire un neuroscanner. D'accord? Rappelez-vous, quand j'ai parlé de l'examen radiologique, j'ai dit que le scanner était l'examen de référence. Alors, Khalil nous demande, est-ce que l'échographie ou la cytologie ont une valeur prédictive négative? Je viens de le dire, pas très importante. Non, si
que ce soit l'échographie ou la cyto... Alors l'échographie, elle peut ne pas voir des tumeurs de petite taille, des tumeurs de la paroi antérieure, d'accord? Elles peuvent ne pas être bien visualisées à l'échographie ou ne pas être visualisées du tout. Et la cytologie urinaire, s'il s'agit de tumeurs de bas grade, elle a une très très faible sensibilité et donc la valeur prédictive négative n'est pas du tout importante. Est-ce que le scanner est systématique? Alors, cette question, je pense, elle est un peu précoce. Je vais parler de ça durant les prochaines diapos. Voilà, l'Uroscan est toujours positif. Voilà, je vais parler de scanner par la suite. Alors, Sheima nous dit, est-ce que l'uroscanner est toujours positif? Bien sûr, s'il y a une lésion de l'arbre urinaire, s'il y a une lésion de la voie excrétrice ou s'il y a une tumeur de vessie, bien sûr, on a plus de chances de l'avoir au scanner qu'à l'échographie. Mais bien sûr, ce n'est jamais une sensibilité à 100%. C'est-à-dire, si le scanner est négatif, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait alors qu'on est pratiquement certain d'avoir une tumeur de voie excrétrice? Alors, parfois, on peut faire carrément une urétéroscopie, c'est-à-dire qu'on va monter avec un urétérorénoscope à l'intérieur des cavités rénales, à l'intérieur de l'urtère, et de voir s'il n'y a pas de lésion. Alors, je vais continuer. Alors, je pense que c'est un peu plus clair maintenant pour ce qui est de ces examens complémentaires, grâce à vos questions. Alors, diagnostic positif. Diagnostic positif, comment le poser? Comment être sûr que c'est une tumeur de la vessie? Bien sûr, vous avez fait une échographie, le radiologue vous dit bourgeon endovésicale mesurant 3 cm, il est bien vascularisé au Doppler, ça fait lésion tumorale. Ok. Quel est le type de cette tumeur? Est-ce que c'est une tumeur PTA et donc elle n'infiltre pas le chorion? Est-ce que c'est une tumeur superficielle? Est-ce que cette tumeur, elle infiltre le chorion et donc est-ce que c'est un T1? Est-ce que cette tumeur infiltre le muscle et alors est-ce que c'est un T2 ou pas? Donc tout ça, vous allez pouvoir le préciser quand vous faites votre résection. Je vous disais aussi, le grade histologique était important. S'il y avait un ordre ou un désordre, des caractéristiques architecturales et cytologiques. Et donc, si c'est en faisant l'anapathe de la résection que le médecin anapathe vous dira c'est une tumeur TA, T1 ou T2 et il vous dira c'est une tumeur de bas grade ou une tumeur de haut grade et il vous dira aussi probablement c'est du carcinome urothélial ou c'est du carcinome épidermoïde ou un autre type histologique. Rappelez-vous, le carcinome urothélial est le plus fréquent. Alors cet aspect bourgeonnant que vous voyez ici avec des franges comme vous le voyez sur la vidéo, quand on le voit à l'aspect endoscopique, on est pratiquement certain que c'est du carcinome urothélial, que ce n'est pas un autre type histologique. Maintenant, bien sûr, le type histologique, il peut y avoir des variantes, d'accord? Il peut y avoir des variantes histologiques et l'anapathe peut vous répondre carcinome urothélial avec une différenciation sarcomatoïde ou micropapillaire ou voilà. Donc il y a aussi bien sûr des variations histologiques importantes à savoir. Donc bien sûr, comment vous allez faire cette résection? Vous allez demander d'abord un ECB des urines. Vous devez vous assurer que les urines sont stériles, sinon vous traitez par un antibiotique. Puis sous rachianesthésie, voire anesthésie générale, avec un résectoscope rigide, vous allez entrer, explorer l'urètre, voir s'il y a une localisation au niveau de l'urètre ou pas, et rentrer dans la vessie, explorer les méas. Par exemple, sur cette vidéo, on voit au début, vous allez voir, il va aller un peu à droite et il va visualiser le méa urétéral que voici. Voilà. Voilà, le méa urétéral droit est ici. Et bien sûr, c'est cette endoscopie pour résection qui est effectuée à l'aide d'un cystoscope, d'un résectoscope rigide,
qui va bien faire la topographie de la tumeur et tout, beaucoup mieux qu'un cystoscope souple qu'on fait à titre diagnostique. D'accord? Alors, ce geste s'appelle la résection transurétrale de la vessie. Alors, c'est un geste qui est diagnostique avant tout, parce qu'il va nous dire, il va envoyer des copeaux à l'anapathe, et ces copeaux que vous voyez ici, qui flottent au niveau de la vessie à la fin de la résection, voilà, ces copeaux qu'on va récupérer, il va nous dire, l'anapathe, est-ce que c'est du carcinome urothélial, c'est un autre type tumoral, etc. Donc, vous avez fait le diagnostic. Et si vous avez réséqué la tumeur, bien sûr, vous avez fait un geste thérapeutique puisque vous avez enlevé cette tumeur. Donc, cette résection, c'est un geste diagnostique en même temps et thérapeutique. D'accord? Le diagnostic parce qu'il va faire un bilan précis de la lésion. Il vous dira exactement ce que c'est comme lésion, quel est son stade, quel est son grade, quelle est sa variante histologique. Et bien sûr, une fois que vous l'avez enlevé, c'est un geste thérapeutique que vous avez réalisé. Alors, à partir de tout ce cours, vous allez arriver à la fin, bien sûr, à la stadification de la tumeur. Donc, vous avez vu le patient, vous avez suspecté chez lui parce qu'il avait un facteur de risque, parce qu'il était gros fumeur depuis 30 ans. Il a eu de l'hématurie macroscopique. Vous l'avez examiné, vous n'avez rien retrouvé d'anormal. Vous avez retrouvé un plancher vésical souple, aucun signe d'extension loco-régionale. Vous avez demandé une échographie chez lui. L'échographie est revenue négative. Comme il présente un facteur de risque, bon, bien sûr, en parallèle, vous avez demandé une cytologie urinaire qui est revenue positive ou négative. Vous avez décidé de faire une endoscopie sous anesthésie locale qui a objectivé un chou-fleur, un bourgeon au niveau de la vessie. Ce bourgeon, vous décidez bien sûr de le réséquer et donc vous allez programmer le patient après un bilan pré-anesthésique, une anesthésie loco-régionale, à savoir une rachianesthésie, et vous allez réséquer cette tumeur comme vous avez vu sur la diapo précédente. Vous allez envoyer les copeaux à l'anapathe et après le résultat de l'anapathe, que vous ayez demandé un scanner ou non, vous allez faire donc la stadification. Alors sur le plan local, la résection va vous dire soit que ce patient est un TA, que c'est un T1, un carcinome in situ ou que c'est un T2. Pas au-delà. Pourquoi? Quand on résèque la tumeur, si on va au-delà du muscle, ça veut dire qu'on a perforé la vessie. Et on n'est pas censé perforer la vessie. Donc, le geste de résection doit prendre uniquement la musculeuse. Donc, il doit prendre la base tumorale jusqu'au muscle, sans la perforer et donc sans prendre la graisse périvésicale. Et donc, l'anapathe, dans le pire des cas, il vous dira cette tumeur est un carcinome urothélial de haut grade, classé T2 parce qu'il envahit la musculeuse. Et vous n'allez pas voir plus que ça. Bien sûr, vous avez demandé un scanner et le scanner vous dit il y a une extension à la graisse où cette tumeur elle est antérieure et elle s'étend à la paroi abdominale. Donc c'est le scanner qui vous dira si c'est un T3 ou si c'est un T4. D'accord? Le scanner ne vous dira pas si c'est un TA ou si c'est un T1. D'accord? Il vous dira uniquement si c'est une tumeur de vessie localement avancée, c'est-à-dire T3 envahissant la graisse ou T4 envahissant les organes de voisinage. Mais par contre, c'est des copeaux de résection qui vous diront c'est une tumeur TA, c'est une tumeur T1 ou c'est une tumeur T2. Alors, on a aussi l'IRM qui n'est pas encore très bien développé chez nous. Alors, l'IRM a une grande sensibilité de détection et de faire la part des choses entre une tumeur de vessie non infiltrante et une tumeur de vessie infiltrante. L'IRM, elle visualise bien les couches de la paroi vésicale et elle peut vous dire que c'est une tumeur qui infiltre le muscle ou si c'est une tumeur superficielle. Mais on la réalise très rarement puisque la résection va nous apporter ces informations-là. Bien sûr, en faisant l'examen clinique, si vous avez fait un toucher rectal avec un palpé hypogastrique, que vous avez retrouvé une infiltration du plancher, vous êtes d'emblée dans une tumeur localement avancée T4. Donc pour la stadification du TNM,
vous avez la résection, le scanner et votre examen clinique. Pour la stadification ganglionnaire N, ça sera toujours le scanner. Rappelez-vous, c'est l'examen de référence et il vous dira s'il y a des ganglions positifs au niveau iliaque externe, au niveau iliaque interne, au niveau iliaque primitif, ainsi de suite. Si vous ne pouvez pas réaliser une TDM, vous allez demander une IRM qui vous donnera les mêmes informations, qui vous dira on a 2-3 adénopathies et vous allez pouvoir classer votre patient N0, N1, N2, N3. Si vous avez un doute sur la TDM, l'IRM, on peut demander un TEP scanner, d'accord? Donc c'est le scanner par émission de positron. Et si on a donc le scanner qui a un doute, il nous dit j'ai un ganglion, il fait 8 mm, mais je suis pas sûr qu'il soit infiltré. Et donc le TEP scanner va pouvoir vous dire si c'est un ganglion inflammatoire ou si c'est un ganglion envahi par la tumeur. Bien sûr, le dernier mot sera donné par le curage ganglionnaire que vous allez réaliser avec un geste chirurgical qui vous donnera bien sûr le N définitif. La stadification à distance M, c'est toujours le scanner. Il vous dira s'il y a des localisations pulmonaires, médiastinales, ainsi de suite. Les clichés d'Uroscan sont très importants. J'ai mis plus clichés d'Uro-TDM. Pourquoi? C'est pour vous dire s'il y a une localisation au niveau de la voie excrétrice supérieure. C'est très important de le savoir. L'IRM abdominopelvienne, si on ne peut pas faire de TDM thoraco-abdominopelvienne parce qu'on a une insuffisance rénale ou parce que le patient ne supportera pas une injection de produit de contraste iodé, on peut faire une IRM abdominopelvienne avec injection de gadolinium. On peut réaliser le bilan d'extension à l'étage abdominopelvien. Et pour l'étage thoracique, on peut faire une TDM thoracique seule, sans injection de produit de contraste. Elle peut faire avec une fenêtre parenchymateuse, elle peut nous dire s'il y a ou non des lésions parenchymateuses. Bien sûr, si on a un doute sur des lésions osseuses, s'il y a des douleurs osseuses, non visuelles, c'est-à-dire avec un doute sur le scanner, on peut demander une scintigraphie osseuse, on peut demander une IRM corps entier si on suspecte des métastases osseuses dont on n'est pas certain avec un simple scanner ou une IRM. Et bien sûr, on peut demander aussi un TEP scanner si on a un doute sur une localisation secondaire, est-ce qu'elle est effectivement tumorale ou non. Alors, vous avez stadifié votre patient. Et là, je vais conclure sur ces deux diapos, sur ces deux prochaines diapos. Vous avez réséqué votre patient. L'anapathe vous a dit TA, T1, TIS, infiltration du chorion. Il vous a dit TA, c'est-à-dire sans infiltration du chorion. Il vous a dit T2, donc infiltration du muscle. Vous allez classer votre patient dans une de ces cases. Vous allez dire, ce patient présente une tumeur de vessie non infiltrant le muscle ou une tumeur de vessie infiltrant le muscle. C'est le plus important. Ensuite, dans chaque tumeur, selon plusieurs caractéristiques, bien sûr, si c'est une tumeur non infiltrant le muscle, elle aura bien sûr différents risques. Elle sera soit de faible risque, de risque intermédiaire, de haut risque, un peu dans le genre du cancer de la prostate, quand on avait la classification d'Amico, et selon 3 critères, on disait c'est un patient à faible risque, à risque intermédiaire ou à haut risque. Vous allez me poser la question, je vous répondrai dans la prochaine diapo sur quels critères on juge le risque et de quel risque on parle en fait. Le risque dans une tumeur de vessie non infiltrant le muscle, c'est le risque de récidive et de progression. D'accord? Est-ce que cette tumeur a de fortes chances de récidiver? Et si je fais rien, est-ce que cette tumeur a de fortes chances de progresser? C'est-à-dire qu'elle est actuellement TA, est-ce qu'elle a beaucoup de chances de devenir T1, T2? Si maintenant j'ai une petite tumeur de 4 cm, est-ce que les chances sont grandes que ce patient refasse une récidive au niveau de la vessie? Et donc, à quelle fréquence devrais-je le surveiller? Donc, c'est à ces questions qu'on devra répondre par différents critères.
Dans les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, vous avez fait un scanner, vous avez examiné le patient, c'est un T2 ou voilà, le scanner vous répondra T3 parce qu'il y a eu une extension à la graisse périvésicale, le scanner vous répondra T4 et donc vous allez classer votre tumeur de vessie infiltrant le muscle en maladie localisée, localement avancée ou métastatique. Retenez très très bien ce schéma. C'est sur ce schéma qu'on va présenter le cours du traitement des tumeurs de la vessie. Donc, tumeur de vessie non infiltrant le muscle, on est dans le TA, le T1 ou le TIS. On va classifier selon certains critères. Puis, c'est un patient qui présente une tumeur T2 voire plus, donc infiltrant le muscle, et on va la classer soit en localisée, soit en localement avancée, soit en métastatique. Toujours la même diapo. Tumeur de vessie non infiltrant le muscle. Rappelez-vous, elle peut être de faible risque à faible risque de progression et de récidive. Elle peut être à risque intermédiaire de progression et de récidive. Elle peut être à haut risque et elle peut être à très haut risque. D'accord? Vous allez me demander quels sont ces critères. Alors, il y a plusieurs critères sur lesquels on va classer cette tumeur non infiltrante. Il y a la taille tumorale, le nombre des tumeurs. On peut trouver une seule tumeur au niveau de la vessie, comme on peut trouver une dizaine, voire plus. Est-ce que c'est une tumeur qui a récidivé ou est-ce que c'est la première fois que le patient présente une tumeur? Est-ce que c'est une tumeur de bas grade ou de haut grade? Est-ce qu'il y a du carcinome in situ? Est-ce que l'anapathe vous dit qu'il y a un envahissement lymphovasculaire quand il a fait son étude d'anapathe des copeaux? Est-ce qu'il y a un envahissement de l'urètre prostatique quand vous avez fait la cystoscopie? Et est-ce que la forme anapathe n'est pas agressive comme je vous l'ai dit tout à l'heure? Donc, selon tous ces critères, on va pouvoir classer cette tumeur de vessie non infiltrant le muscle en plusieurs groupes à risque. Et selon le groupe à risque, on va bien sûr donner un traitement ou une surveillance adaptée. Je vais directement à cette diapo. Alors, les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, selon le scanner, vous avez eu un T2, vous avez demandé un bilan d'extension. Pourquoi? Parce que quand on est dans le T2, on a un grand risque de progression. Et donc, vous avez demandé un bilan d'extension, c'est-à-dire un scanner, qui vous a répondu maladie localisée, localement avancée ou métastatique. Alors, vraiment, dernière diapo. Mais vraiment, je ne sais pas si vous devez retenir tout ça. Je pense que c'est beaucoup. Alors, dans la classification du risque des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, alors dans le faible risque, il faut que ce soit un premier diagnostic. Il ne faut pas que ce soit une récidive. Il faut que ce soit du TA, donc sans infiltration du chorion. Il faut que ce soit une tumeur de bas grade, inférieure à 3 cm et sans carcinome in situ. Donc, pour être une tumeur à faible risque, il faut qu'il y ait tous ces critères. Donc, 5 critères. Pour que ce soit une tumeur à haut risque, allez-y directement à droite, ça doit être une tumeur soit T1 et ou haut grade, donc de haut grade, soit et ou carcinome in situ. Donc, si vous avez deux critères, si vous avez du T1 haut grade ou si vous avez du T1 avec du carcinome in situ, vous êtes dans une tumeur de vessie à haut risque. Si votre tumeur ne répond ni aux critères du haut risque, ni aux critères des faibles risques, c'est une tumeur de risque intermédiaire. Par exemple, une tumeur PTA bas grade, inférieure à 3 cm ou supérieure à 3 cm, récidivante. Ce n'est pas du haut grade, ce n'est pas du T1, ce n'est pas du carcinome in situ, mais ça récidive, ça dépasse les 3 cm. Voilà. Donc, ou bien sûr, il y a sans carcinome. Et donc, on est dans le risque intermédiaire. On a certaines tumeurs qu'on appelle à très haut risque, c'est quand vous avez les 3 critères réunis. Quand c'est en même temps du T1, donc infiltration du chorion, de haut grade, avec du CIS. Donc, vous avez les 3 critères de haut risque, et là, vous êtes dans le très haut risque. Vous pouvez aussi avoir une tumeur PT1 grade 3 multifocale,
présente à plusieurs endroits de la vessie, supérieure à 3 cm, avec envahissement lymphovasculaire, avec un envahissement prostatique, avec une forme histologique agressive. Donc, c'est selon ces critères-là qu'on va décider du traitement de cette pathologie, de ce patient surtout. Donc, je reviens à ce qui est très important, c'est ce schéma-là. Donc, retenez, après avoir fait la résection du patient, après avoir le compte rendu d'anapath et après avoir fait un bilan d'extension radiologique par TDM et clinique, vous allez classer votre patient en tumeur de vessie non infiltrant le muscle, en tumeur de vessie infiltrant le muscle. Si elle n'est pas infiltrant le muscle, est-ce que vous avez des critères en faveur du faible risque, en faveur du risque intermédiaire, du haut risque ou du très haut risque? Si c'est une tumeur qui est infiltrant le muscle, est-ce que c'est une tumeur localisée? Est-ce qu'elle est localement avancée? Ou est-ce qu'elle est métastatique? Et c'est en fonction de ces critères-là que vous allez traiter votre patient. Alors, est-ce que la prise en charge sera facile? Alors, si vous avez compris cette stadification, si vous arrivez à poser le diagnostic d'un patient qui avait une hématurie macroscopique, qui était tabagique et donc chez qui vous avez retrouvé une tumeur de vessie à l'échographie, à la cytologie ou à la cystoscopie, que vous avez réséqué et que vous avez classé en tumeur de vessie non infiltrant le muscle, en tumeur de vessie infiltrant le muscle, en tumeur de vessie non infiltrante de faible risque, de risque intermédiaire, de haut risque, ou bien sûr, si elle est infiltrant le muscle, en localisé, localement avancé, métastatique. Et donc, si vous avez pu stadifier votre patient, vous saurez très facilement lui proposer le traitement adéquat. Alors, le schéma le plus simple qu'on puisse proposer, c'est que les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle devront bénéficier d'un traitement endoscopique. Déjà, en lui faisant la résection, rappelez-vous, vous lui avez fait un geste thérapeutique, vous l'avez débarrassé de sa tumeur, et c'est le traitement endoscopique. C'est le traitement des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle. Si c'est des tumeurs qui présentent un certain risque, intermédiaire au risque, vous allez ajouter à ce traitement endoscopique un traitement endovésical, chimiothérapie ou immunothérapie. D'accord? Tumeur de vessie non infiltrant le muscle, vous allez le réséquer par voie endoscopique. Plus ou moins un traitement endovésical. C'est une tumeur de vessie qui infiltre le muscle, à ce moment-là, elle est à très haut risque de faire une progression métastatique. Vous devez lui proposer une chirurgie radicale s'il est localisé. S'il est localement avancé ou métastatique, vous allez lui donner de la chimiothérapie. Alors ça, c'est vraiment très grossièrement, et on verra en détail le traitement des tumeurs de la vessie durant le prochain cours que j'essaierai de faire le lundi prochain, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez été très nombreux à assister à ce cours, plus d'une centaine. Je sais que voilà, le cours est enregistré, donc je sais que ceux qui n'ont pas pu y assister pourront le visualiser par la suite. J'essaierai de répondre à vos questions au fur et à mesure, même si je n'y arrive pas tout de suite. Alors, carcinose. Alors, je vais essayer de répondre à certaines questions. Si j'arrive pas à répondre à toutes les questions, je répondrai avec un commentaire par la suite. Est-ce que vous voyez toujours mon partage d'écran, parce qu'il me dit qu'il rencontre un problème pour lire cette vidéo? Et est-ce que bien sûr vous m'entendez toujours? Alors, je remonte, c'était... Très bien. Alors, Farah Suidi nous dit, s'il vous plaît, est-ce que les tumeurs de la vessie ont une évolution lente comme le cancer de la prostate? Alors là, sûrement pas. On a vu que le cancer de vessie représentait le 4e rang de décès par cancer. Donc c'est un cancer qui est assez mortel. Le seul souci, le seul truc, c'est de savoir est-ce que c'est une tumeur infiltrante ou non. Si c'est une tumeur qui est non infiltrante, donc
vous êtes devant une tumeur de très bon pronostic. Même si le patient fait une récidive que vous allez réséquer, vous pouvez le réséquer une dizaine de fois, tous les 2 ans, tous les 3 ans, et le patient va vivre une vingtaine d'années, une trentaine d'années, avec une tumeur de vessie non infiltrant le muscle, bien sûr à condition de bien le suivre, de proposer le traitement adéquat. Si c'est une tumeur qui est infiltrant le muscle, elle est très souvent déjà micrométastatique, même au moment du bilan d'extension et au moment du traitement curatif. Ce patient, souvent, il fait déjà des micrométastases et même quand on lui fait une chirurgie, qu'on enlève sa vessie, avec un curage ganglionnaire, le patient fait une récidive métastatique et décède dans les années qui suivent avec on va dire une moyenne 50% à 5 ans après le diagnostic d'une tumeur de vessie infiltrante. Est-ce qu'il y a un risque de carcinose péritonéale en cas de perforation vésicale après une RTUP? Alors je pense ça veut dire une RTUV, donc c'est une résection de vessie, résection transurétrale de vessie. Oui, si on perfore la vessie au moment de la résection, chose qu'il ne faut surtout pas faire, il faut faire une résection suffisamment profonde pour prendre le muscle vésical, mais pas suffisamment profonde pour perforer la vessie. Et donc, bien sûr, s'il y a le liquide qui contient le carcinome urothélial qui va sortir par la vessie, bien sûr, il va infiltrer le péritoine et donc vous donner une carcinose par la suite. Et s'il y a, est-ce une indication à la chimiothérapie? Alors bon, c'est des questions purement thérapeutiques, mais c'est pas grave. Oui, c'est une carcinose péritonéale, c'est une localisation secondaire et la chimiothérapie peut donner des résultats. Farah nous demande si l'évolution est lente. J'ai déjà répondu à cette question. Alors, est-ce qu'on peut distinguer les critères de récidive des critères de progression? Non. Grossièrement, alors c'est bien sûr, ça a été fait sur des études statistiques, sur plusieurs milliers de patients, et ils ont classé selon les critères que je vous ai montrés, moins 3 cm, unifocal, multifocal, etc. Ils ont classé les patients en ces groupes à risque, et chaque groupe à risque a un pourcentage de progression avec un pourcentage de récidive. D'accord? Donc c'est indissociable. Le faible risque a un certain pourcentage de récidive et de progression, le risque intermédiaire ainsi que le haut risque. Alors docteur, devons-nous toujours demander une TDM thoraco-abdominopelvienne, même en cas de TVNIM? Excellente question. Si vous avez... j'ai dû rater ce détail durant mes diapos. Alors, je reviens à cette diapo. Alors, quand est-ce qu'on demande le scanner? Quand on a une tumeur qui est à faible risque, c'est-à-dire quand on l'a réséquée, c'était une tumeur de premier diagnostic, PTA, bas grade, moins de 3 cm et sans carcinome in situ, ce n'est pas la peine de faire un scanner. Quand on a le moindre détail de ces critères qui manquent, il faut demander un scanner. Alors pourquoi on demande un scanner? Parce que dès que la tumeur elle est à risque intermédiaire à haut risque, alors soit il y a des chances pour qu'il y ait une tumeur de la voie excrétrice associée, une tumeur de l'urtère, une tumeur du pied lent, soit qu'il y ait une infiltration. Si par exemple vous avez une tumeur de haut risque, TVNIM de haut risque, un PT1 de haut grade avec ou sans carcinome in situ, elle peut être déjà métastatique. Elle peut être, vous pouvez déjà avoir des ganglions, des adénopathies positives au scanner, et donc il faut demander un scanner. On ne demande pas de scanner uniquement devant le faible risque, c'est-à-dire quand c'est la première fois que le patient présente sa tumeur de vessie, quand elle a été de bas grade, PTA, moins de 3 cm et sans carcinome in situ, c'est-à-dire avec que de bons critères pronostiques. D'accord? Dans ce cas-là, le scanner, il sera normal et dans de vraiment exceptionnels cas, vous pourrez voir d'autres localisations. Donc, il n'est indiqué que dans le risque intermédiaire et plus. Merci beaucoup pour votre question. Comment elle s'appelle déjà? Sarah Bouhadiba. Merci beaucoup. J'ai dû rater ce détail. Alors,
Amara Zenati nous dit, si j'ai bien compris, si la RTUV revient en faveur d'une TVNIM, le scanner n'est pas nécessaire, mais on fait quand même un neuroscanner à la recherche d'une tumeur synchrone. Voilà. Alors, vous êtes là, enfin, et je suis là aussi justement pour répondre à vos questions. Donc, vous n'avez pas du tout à vous excuser pour ça. Alors, quand on a une tumeur de vessie non infiltrant le muscle, quand elle commence à être de haut risque, elle peut être métastatique. Et donc, on fait un bilan d'extension. D'accord. Voilà. Donc, s'il y a le moindre doute, on peut faire les tâches thoraciques. Mais sinon, on peut faire uniquement une TDM abdominopelvienne, d'accord, avec un uroscan à la recherche de tumeurs synchrones. Mais si vous êtes dans une TVNIM de haut risque, un carcinome urothélial PT1 de haut grade avec du carcinome in situ, demandez un cliché thoracique parce que vous avez des chances de trouver des métastases pulmonaires. 10% des TVNIM sont déjà micrométastatiques, voire métastatiques. D'accord. Et donc le scanner, il est important si c'est une tumeur à haut risque. Alors, d'autres questions, voilà. Des gens qui remercient. Moi aussi, je vous remercie pour votre attention, pour avoir été à l'écoute, pour vos questions aussi. Alors, c'est quoi blindage, s'il vous plaît? Alors, Ismaël nous dit, c'est quoi un blindage? Euh, Quand vous faites un toucher rectal à un patient, vous allez mettre votre doigt au niveau prostatique, un peu au-dessus, au niveau du plancher de la vessie. Avec votre deuxième main, vous allez faire un toucher, un palpé hypogastrique. Vous allez comprimer l'hypogastre en essayant donc de mobiliser sa vessie. Vous allez bien essayer de descendre sa vessie au niveau du pelvis afin de rejoindre votre deuxième doigt, votre doigt de la deuxième main, je veux dire. Et donc, si en comprimant l'hypogastre, vous sentez la vessie bouger sur votre doigt, qui est dans le rectum, c'est un plancher vésical qui est souple, qui est mobile. D'accord? Parce que vous arrivez à mobiliser la vessie avec votre deuxième main à travers la paroi abdominale. Maintenant, si avec votre doigt qui fait le toucher rectal, vous n'arrivez pas à pousser le plancher vésical, ou quand vous appuyez avec votre deuxième main, vous ne sentez aucun mouvement du plancher vésical, à ce moment-là, c'est un blindage. Alors, Orchidée nous dit une tumeur classée T1 est une TVNIM et c'est un critère de haut risque. Est-ce que le traitement sera selon le stade TNM ou sans potentiel de récidive? Alors, je préfère répondre à ces questions thérapeutiques durant le prochain cours. Un cours sera dédié à ça. Justement, pour ne pas surcharger le cours, j'ai préféré le scinder en deux parties. La partie diagnostique, afin de bien assimiler tout ce qui est diagnostic, bilan d'extension, etc., afin de pouvoir faire la différence entre une TVNIM et une TVIM. Et bien sûr, le traitement, on l'abordera très bien durant le prochain cours. Alors, je réponds à la dernière question. Et s'il y a d'autres questions par la suite, bien sûr, je vous répondrai par commentaire. Alors, Yousra nous dit une tumeur de vessie peut survenir combien de temps après une irradiation pelvienne d'un patient? Et qu'est-ce qu'on dit qu'il n'est plus à risque? Et quand est-ce qu'on dit qu'il n'est plus à risque? Alors j'ai vu des patientes présenter des tumeurs de vessie après 10 voire 20 ans après une irradiation pelvienne externe. Il n'y a pas de durée au-delà de laquelle on dit que le patient n'est plus à risque. C'est-à-dire, vous posez la question, est-ce que comme le tabac, après 10 ans après le sévrage, est-ce que le risque relatif redevient normal? Eh ben non. Je n'ai pas trouvé cette information durant la documentation que j'ai lue. Et voilà, je ne pense pas que ça existe. Au bout de plusieurs dizaines d'années, vous pouvez toujours avoir le risque de développer une tumeur de vessie après une irradiation pelvienne, radiothérapie externe. Voilà, c'est moi qui vous remercie
et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser des questions, je tâcherai d'y répondre en commentaire et à très bientôt.